Au passage, ce doublage en post-production, c'est ce qui va, selon moi, sauver le film, et ça c'est quelque chose qui est très méconnu, donc restez jusqu'au bout, cette anecdote-là vaut le détour. Père Horus Ils sont partis dans les couloirs du temps. Bienvenue sur ma chaîne. Mais pourquoi il bouge les bras comme ça, celui-là? Majoritairement dédié au cinéma rétro, J'avoue, c'est insupportable. J'ai remis les œufs de carrière. C'est une catastrophe. C'est dommage. Le sujet m'intéressait. Blablabla, bla bla bla. C'est interminable. Il y a un potentiel. Espérons qu'il s'améliore. À surveiller. Il y a quelques jours, au réveil, j'ai réalisé qu'après plus de 5 ans passés sur YouTube, à raison d'une vidéo par semaine pour 52 semaines par an, qu'en matière de sujets évoqués, ça commençait à être pas mal comme héritage d'essai. En particulier pour celui ou celle ou ceux, bonjour à vous, qui tomberaient sur la chaîne de nos jours, en réalisant toutes les vidéos qu'il y aurait à rattraper, dans l'éventualité où bien entendu la vidéo en cours lui aurait plu. Après avoir cogité toute la nuit, comme vous le voyez actuellement, je me suis levé d'un bond pour parcourir mon vieux contenu. Et en parcourant les premières vidéos, réalisées en 2020, bien que la plupart n'existent plus ou ont été intégralement refaites, comme les vidéos sur les gendarmes ou sur les fantomas, ou plus récemment les films des inconnus, j'ai réalisé à quel point regarder d'autres vidéos de la chaîne sur les visiteurs, par exemple, 1, 2, 3 et remake américains, n'était pas un cadeau. Aujourd'hui, même moi qui suis quand même assez exigeant avec mon propre travail, je reconnais qu'en facecam, il y a quand même eu du progrès en 3 ans. Et donc, certaines vidéos ne collent plus, selon moi, à mes exigences, mais surtout aux exigences des viewers, qui s'habituent à des contenus de plus en plus qualitatifs. C'est donc la nuit qui m'a porté conseil, et au réveil, j'étais déterminé à remonter dans le temps, en embarquant avec moi mon matériel, mes projos, mes vestédies du Big Deal, déterminé à remplacer, le temps de quelques vidéos, mon ancien moi, moins expérimenté de 2022, et à faire comme si ces vidéos n'avaient pas existé. Ça sonne plus continuum espace-temps que couloir du temps ce projet. Mais comme je n'ai pas le convecteur temporel chez moi et que j'ai juste l'almanach qui doit être quelque part derrière moi par là, il me fallait un autre moyen pour remonter le temps. Il fallait donc me mettre en quête de la potion de l'enchanteur Eusebius, ce qui n'était pas si simple, car si la recette de la potion permettant de voyager de 1123 à 1993 est connue maintenant, à savoir qu'il faut exclure les œufs de caille de la recette initiale, que la recette pour voyager de 1993 à 1793 était basée sur l'ajout du Grand Marnier dans la potion, On a mis du Grand Marnier dans la potion. Vous avez mis du Grand Marnier? qu'a priori la même potion permet de faire un aller-retour entre deux époques, sans en changer la recette, ce qui est bizarre, alors qu'on aurait pu croire qu'à boire la même potion qu'au départ, on resterait à l'époque d'arrivée, une fois qu'on l'avait bu. Mais passons, c'est magique. Mais il me restait à trouver la composition du breuvage qui me permettrait de faire l'aller-retour entre 2025 et 2022. Je me suis donc mis en quête de la recette sur Google, qui m'a suggéré, 2025 oblige, de faire appel à ChatGPT pour trouver la recette. Une recette assez différente de celle du film d'ailleurs. Mais après tout, pourquoi pas? Je ne veux revenir que 3 ans en arrière après tout. Il ne me restait plus qu'à assembler les ingrédients, à suivre les instructions, à mi-chemin entre une épreuve technique de Mercotte dans les meilleurs pâtissiers, ou un cours de potion dans la salle de classe du professeur Rogue à Poudlard. Puis, après décantation, et après avoir salopé ma cuisine, la potion a eu ce rendu bleu que j'imaginais au départ. J'ai donc préparé 2 flacons, un pour l'aller et un pour le retour, important, et il ne me restait plus qu'à déguster. Alors ça n'avait pas le goût de viande de porc, mais ça n'en était pas loin. Et après 1 ou 2 Holker, il ne me restait plus qu'à ne pas oublier mes affaires pour le tournage dans le passé, puis à prononcer la fameuse formule. Dis Siri, récite-moi la recette du mage Eusebius dans Les Visiteurs, s'il te plaît. Je n'arrive pas à vous entendre de là où vous êtes. Merci de vous rapprocher de moi. Dis Siri, est-ce que tu peux me remettre la recette du mage Eusebius dans Les Visiteurs, s'il te plaît? Et le moment tant attendu est arrivé. Et intérieurement, je ne sais pas si ça se voit, mais j'avais les chocottes. Père Horus, Epera, et Père Solem, Invictus, Doucere. Bon, bah comme l'aurait dit Coluche un jour, je vous propose d'arrêter les conneries, de faire du classique, on se retrouve tout de suite. Mais avant ça, je dois aller vomir. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV. Aujourd'hui, on revient avec quelques anecdotes toutes fraîches et croustillantes sur les visiteurs. Premier du nom. On est parti!
Le début de notre histoire remonte à 1967. Serais-je remonté dans le temps un petit peu trop loin? Non. Fils du producteur Alain Poiré, producteur historique de centaines de films qui produit actuellement ni plus ni moins qu'Oscar avec Louis de Funès d'Edouard Molinaro en cette année 1967, et le père, Alain Poiré, intègre son fils dans l'équipe du film en tant qu'assistant réalisateur. Âgé d'à peine 22 ans, le tout jeune assistant réalisateur sympathise avec Louis de Funès dont il admire le jeu, le tempo, le rythme comme beaucoup, mais sur le plateau c'est bien le seul à l'apprécier. Tant ce tournage est complexe et ultra tendu, et nous en avons déjà parlé sur la chaîne. Et Poiré Junior reste, à ce moment-là, la seule bouée de sauvetage ou la seule bulle d'oxygène pour un De Funès qui ne jaugera l'efficacité de son jeu que sur le rire du jeune assistant, le seul avec qui il n'était pas en froid. J'avais une complicité énorme avec De Funès. Alors, en fait, en réalité, je me suis aperçu que c'était moi qui dirigeais Oscar, parce que j'étais la seule personne qui riait. Toute l'équipe était lugubre, le détestait. Il faut dire qu'il avait été odieux avec l'équipe. Donc, il y avait des rapports atroces, des rapports de chiottes. Un jour où j'étais lugubre parce que j'avais eu un lapin d'une personne dont j'étais amoureux. Donc je me foutais du film, je me foutais de Funès, je voulais me suicider, parce que ça se passait pas bien. Bon. Donc je faisais la gueule sur mon tabouret au bout du plateau. Et tout à coup, j'ai entendu un nombre de prises incroyable. 38, 39. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon. Et je vois les yeux paniqués de Funès sur moi, parce que moi je m'occupais plus de lui. Hein. Donc je faisais juste la gueule au fond du truc. Et j'ai dit, ah merde, il attend que je rie. Alors j'ai fait... Et il a dit, ah, celle-là est bonne. Et en fait, j'ai dit, ah ben, c'est moi qui suis le thermomètre. En fait, il ne regarde que moi pour savoir si moi je me marre. Donc, c'était déjà moi le metteur en scène, en fait. À ce stade-là, Jean-Marie Poiré avait déjà en tête une idée de court-métrage sur un décalage temporel, pas forcément moyenâgeux, mais qui amènerait le rire à coup sûr. Avec en tête, par exemple, un acteur connu à l'époque, Robert Dalban, et son pif légendaire, le fameux Robert Dalban des Tontons Flingueurs, mais pas que. Hé, à la une et sur 4 colonnes, hein. Ça va encore faire monter le tirage. Qui lui avait valu un jour la réflexion de Jean Gabin, qui lui avait demandé « T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à un pote ?» Expression qui apparaîtra bien sûr dans le film et qui sera du coup l'hommage appuyé, entre autres, à Robert Dalban, qui était décédé depuis quelque temps. Une histoire donc qu'il avait rédigée sur un cahier à 17 ans et qu'il retrouvera bien plus tard lors d'un déménagement en 1990, juste avant la production de l'opération Corned Beef. Pour l'heure, il réitérera l'expérience sur le tournage du Cerveau de Gérard Horry 2 ans plus tard, puis il sera co-scénariste durant les années 70 aux côtés d'un certain Michel Audiard, pour ne citer que lui, mais on peut également parler de Georges Lautner ou encore de Robert Lamoureux pour la trilogie de la 7ème compagnie. J'ai glissé, chef. Il fait ses gammes, comme on dit. Il apprend, puis il entreprend la réalisation de ses premiers longs métrages qui lui permettent de rencontrer successivement Josiane Balasco, puis Gérard Jugnot, à la fin des années 70. De fil en aiguille, c'est en 1982, sur le tournage du film du Père Noël est une ordure, qu'il fera la rencontre la plus déterminante de sa carrière, celle avec Christian Clavier. Parce que vous êtes coincé dans votre univers moral de merde. Vous ne voyez rien. Vous êtes myope des yeux, myope du cœur et myope du cul. Christian Clavier qu'il retrouvera l'année suivante dans Papy fait de la Résistance, son premier vrai gros budget et sa première grosse réalisation, qui, comme vous le savez sans doute, aura été un succès important de l'année 1983, avec plus de 4 millions d'entrées. 4 millions d'entrées... Ça use. 4 millions d'entrées, ça ouvre bien des portes. Mais les portes, ça se referme, et parfois très très vite. S'appuyant sur la même formule de mélanger les anciens et les jeunes, tels que Philippe Noiret ou Bernard Blier dans Twist Again à Moscou, cette proposition fera 4 fois moins bien que Papy, malgré un score plutôt correct. Mais c'est le projet suivant, on en a parlé sur la chaîne, avec beaucoup moins de budget, des comédiens plus jeunes, dont Christian Clavier, toujours présent, mais cette fois-ci un vrai billet de box-office, pour son film pourtant le plus personnel, quasiment autobiographique, avec Mes meilleurs copains. Moins de 400 000 entrées. C'était très dur à vivre. Je suis rentré dans une salle, il ne voulait pas me laisser rentrer en plus, parce qu'il... donc j'ai payé une place, donc déjà il y a une place de moins parce que c'est moi qui l'ai payé. Et je me suis assis dans le milieu des gens. Et j'ai compris qu'on allait au désastre absolu. J'avais l'aura d'un metteur en scène qui faisait des films beaucoup plus comiques. Une grosse claque. Mais là, c'était à tel point que Jean-Marie Poiré allait chercher des gens dans la rue pour les inviter au cinéma voir son film. C'est quoi grave pour toi? Bah quoi, y a pas mort d'homme.
Parce qu'après tout, il était pas si mauvais que ça, il était même plutôt bien. C'était juste un malentendu et les gens ne s'attendaient pas à ça. C'est un peu le son de cette crétinerie, qu'on puisse discuter un petit peu. Entre êtres humains, on peut échanger des idées quand même, non? Non. Vraiment, ce week-end, c'est à qui sera le plus fuyant. Personne ne regarde plus personne. Comme s'il n'y avait pas assez de bordel. Bon bah alors en tant qu'être humain, je t'écoute. Autant dire que ça aurait pu être la fin et de la carrière de Jean-Marie Poiret et de Christian Clavier. Et cet échec va être un déclic. Fini les réalisations austères, fini les longs dialogues, fini les films de copains avec des thématiques sérieuses, place aux films plus popcorn et populaires, et on assume. Heureusement, il se relance auprès du producteur Alain Terzian, mais cette fois-ci, on change de braquet. Ce sera un nouveau blockbuster d'espionnage, certes à la française, mais au rythme effréné et au montage ultra dynamique. C'est le début de la Jean-Marie Poiret Touch. Une identité, comment dirais-je... C'est idiot, hein, j'aurais dû m'assurer tout riche. Survitaminée. Et qui va durer près de 10 ans, et qui va s'arrêter net avec les visiteurs en Amérique. Mais si, sauf qui plaît. Qu'est-ce que vous faites? Attendez! Autre sujet, on en reparlera plus tard. Malgré le refus de Gérard Depardieu de jouer le squale, ce qui fonctionnait avant toute chose sur Corned Beef, c'était le duo Jean Reno, Christian Clavier. Allez, Gru, on n'a pas que ça à faire. Mais enfin. Le grand héros, fort, courageux, plutôt séduisant, opposé au petit personnage roublard, nerveux, lâche et souvent victimisé. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez rien, hein? Vous avez fait ça, mais vous avez découpé mon corps comme une boîte de thon! Visuellement, le grand, le petit, ça fonctionne toujours. Mais c'est aussi grâce aux deux caractères, le suffixe. Le physique ne suffit pas. Le suffixe, n'importe quoi. Mais c'était plus difficile pour Valérie Lemercier, perdue par la direction d'acteur de Jean-Marie Poiret, qui souhaite qu'elle joue la bourgeoise, comme elle le faisait dans son sketch ou comme dans la pub. Ça vous plaît? Oui, c'est moi qui l'ai fait! Et il se trouve qu'à la fin des années 80, une jeune actrice incarne à merveille la bourgeoise à la télévision. On est resté à la Renardière avec les garçons, on s'est fait une super partie de croquet, on était morts de rire. Écoute, à un moment, Étienne s'est pris un bon coup de maillet dans les couilles, il avait les couilles bleu marine. Ce qu'elle n'arrive pas à faire sur commande, spontanément, n'étant pas une actrice de composition, mais plutôt une actrice qui s'inspire de l'existant, d'une personne qu'elle a connue, ce qu'elle fera au final, en s'inspirant d'une personnalité proche de son personnage, de Madame Granianski. Valérie Lemercier n'est pas du tout facile à diriger, elle n'est même pas dirigeable d'ailleurs. Déjà, de ce que j'ai lu, elle n'aime pas forcément les metteurs en scène hommes, elle n'aime pas forcément les directives, et dans Corned Beef, on peut avoir l'illusion que ça s'est bien passé, mais dans Corned Beef, on a un duo, Reno, Clavier... Imaginez le cul d'un éléphant, ça s'oublie pas ça. Et ben là c'était pareil. Et on a de son côté Valérie Lemercier, qui est à part dans ce film, à une scène près. C'est une queue. Deux si on compte la fin. Donc ça peut donner l'illusion que ce trio fonctionne bien. D'ailleurs, une fois que les visiteurs sont sortis et que Corned Beef est passé à la télé l'année d'après... Vous connaissez ces grosses dames? Ferme-la ou je t'assomme. Corned Beef a fait 12 millions de téléspectateurs parce que tout le monde a cru que c'était les visiteurs bis. Et d'ailleurs, le film est au moins aussi bon. Mais Corned Beef, c'était du 2+1, pas un film en trio. Ah! Mais vous allez démarrer d'ici? D'ailleurs, elle gagnera un César, certes, mais le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Là où dans Les Visiteurs, elle est censée, grâce à Corned Beef, avoir un premier rôle, voire un double premier rôle. Pourtant, pour l'heure, lorsque Jean-Marie Poiret échange sur sa vision des Visiteurs de Louis VI le Gros, non provisoire, à son compère Christian Clavier, ce dernier est la première personne qui semble enfin enjouer à l'idée de travailler sur ce projet. Mais ce sera bien le seul, et c'est un problème. Car ça n'était pas le cas du producteur de Corned Beef, Alain Terzian, déjà frileux à faire des scènes de poursuite et des explosions dans le film précédent. Et ça va me coûter combien cette petite dépense? Oh, j'ai fait une affaire. 250 000. Quoi? Complètement fermé à l'idée de tourner un film sur le Moyen-Âge, ce qui implique des décors, des costumes, des chevaux, des châteaux, des effets spéciaux, et donc des coûts supplémentaires. Et sans compter le vieux français, issu d'un véritable lexique pourtant, et dont 90% des termes que l'on verra dans le film, ou plutôt que l'on entendra dans le film, sont réellement existants. Sire,
Je suis votre éternel abonné. Un gros travail de recherche de la part de Christian Clavier et de Jean-Marie Poiré, mais le producteur reste frileux à investir un tel budget sur une époque peu propice au rire, et avec un dialecte que les jeunes ne comprendront jamais. Ça cuire ici. On peut plus respirer, on va crever. Non, j'ai une de la bonne pitance. Car les jeunes de banlieue qu'ils voulaient attirer, ils en ont strictement rien à faire du vieux français. Soi-disant. Oh là, l'aubergiste. Que t'espanouilles. Tu frappes une femelle? Non, mais ça va, toi? Alain Terzian insiste pour réduire le budget de 10 millions de francs, puis 15 millions de francs, en supprimant la partie moyenâgeuse, ce qui ruine tout le décalage du film. Plus de potions magiques, plus de mages, plus de voyage dans le temps, et cela évitera, d'après lui, aux spectateurs de s'ennuyer durant les 20 premières minutes du film, qui ne sont pas aussi drôles que le reste du film, donc autant commencer par le plus drôle. En gros, le film aurait commencé en costume, sur la route, avec le postier. Là, mais c'est là. Certes, très drôle, mais pas drôle si tu n'amènes pas le décalage et si tu montres pas d'où viennent les personnages. C'est aberrant d'avoir pensé à un truc pareil. Mais Jean-Marie Poiré a beau retourner le problème dans tous les sens, impossible selon lui de se passer du Moyen-Âge. Ça n'avait pas de sens. Et il fera une contre-proposition plutôt culottée, à savoir non pas retirer 10 millions, mais en ajouter 20 millions aux 50 millions prévus, plutôt qu'en retirer 10, mais faire 2 films, tournés l'un à la suite de l'autre, et qui sortiraient dans la foulée. Un film en 2 parties, c'était pas con. C'est ce que fera Harry Potter dans le 7e et dans le 8e, pour avoir le 7e tome en entier, qui était trop long, ou c'est ce qu'on a fait un peu plus tôt, dans Retour vers le futur, partie 2, partie 3, qui ont été tournés dans la foulée, et à la fin du 2, on avait le 3 qui était déjà annoncé. Au moins, comme ça, on aurait eu Valérie Lemercier de A à Z. Oh, putain de micro. Alors, je te préviens, c'est toi qui t'en occupes. Béa, calme-toi. De A à Z dans les 2 films. C'est chiant ce bras là. Alors le son est bien avec ce truc, mais je suis obligé de me contenir comme ça pour pas le cogner. Au bout de quelques jours de réflexion, ce dernier lui montre alors le fruit de sa réflexion. Il sort alors une liste de films basés sur le Moyen-Âge, qui ont tous été des flops, et dont le seul succès remontait à 1952, un film avec Fernandel qui s'intitulait François Ier. Il faut savoir qu'Alain Terzian n'était pas Robert Dorfman, le producteur emblématique du Cornio et de la Grande Vadrouille, qui à chaque fois qu'il produisait un film, mettait ses sur la table et jouait sa vie à chaque fois. Le cinéma, comme le dit Christian Clavier très bien, d'ailleurs on va le laisser parler. Aouh, j'ai mal au pouce. Contrairement à l'idée reçue, ça n'a jamais été simple. Et comme nous n'avons jamais été subventionnés par rien, on a toujours été dans le privé. Donc on s'est toujours adressé à des gens qui cherchent un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'ils vous donnent quelque chose pour avoir beaucoup plus en retour. Rien ne peut l'affirmer au cinéma, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va faire. Il nous est arrivé de faire des films d'ailleurs très chers et qui n'ont pas marché, et qui ont fait perdre de l'argent. Et puis des films qui ont coûté peu, parce qu'on avait du mal à les financer, puis qui ont rapporté beaucoup par rapport à ce que ça coûtait, parce que je pense que c'est ça le cinéma. Le cinéma, c'est du risque. Le retour sur investissement, quand ça marche, est énorme, parce qu'il y a un risque énorme. Parce qu'en fait, sur 10 films, vous en avez quoi? 2 qui vont rapporter l'argent qu'ils ont coûté, 7 qui vont perdre de l'argent, et 1 qui va faire le jackpot. C'est un métier vraiment à risque. Alain Terzian, lui, il était beaucoup plus prudent, plus gagne petit. Il valait mieux risquer moyen et ajouter un tout petit peu plus à chaque fois. Avec des réalisateurs corrects, mais pas trop bons, parce que s'ils ont une vision ça coûte cher. On le voit souvent à Hollywood, où on préfère avoir des réalisateurs bridés, des réalisateurs qui obéissent, qui exécutent un cahier des charges. Lui, il préférait faire des comédies romantiques, parce qu'il y avait moins de risques que les voitures explosent de partout, comme dans Corned Beef, où ça l'avait fait flipper, parce qu'il y avait de l'argent. Mais Jean-Marie Poiré, on peut dire ce qu'on veut de lui, en tant que réalisateur, en tout cas il ne se laisse pas démonter. Son projet il était le seul, mais il y croit, et il lâchera pas l'affaire, même s'il faut négocier pendant 4 mois. Et sa réponse, à Alain Terzian, c'est que si les films du Moyen-Âge n'ont jamais fonctionné jusque-là, mais c'est tant mieux, c'est extrêmement positif. Ça veut dire qu'il y a un boulevard derrière, et que donc il y a toute la place. Sans les visiteurs, est-ce qu'on aurait eu Kaamelott? Je ne crois pas. C'est pas possible d'entendre des conneries pareilles. Après 4 mois de négociation, le Moyen-Âge est donc imposé malgré tout. Et Alain Terzian valide contre toute attente, en tout cas dans un premier temps, l'idée de faire 2 films. Et Jean-Marie Poiré, tout comme Christian Clavier, se remettent alors au travail d'écriture, et ils imaginent cette fin adaptée à un diptyque, avec une fin digne d'une série télé, un cliffhanger, avec ce personnage de Jacquard, prisonnier de la mauvaise époque. Mais... Cousin Hubert, qu'est-ce que c'est que cette mascarade? La fin est présentée autour d'une table par notre duo à l'écriture,
Mais Alain Terzian n'est pas convaincu que l'échange de deux personnages soit un motif suffisant pour donner envie de voir la suite, et souhaite plutôt tourner un Corned Beef 2 plutôt que Les Visiteurs ou alors n'importe quel projet tant qu'il n'y a pas le Moyen-Âge dedans. En tout cas, l'idée de faire 2 films à la suite, au bûcher. Jacasse, et pendant ce temps-là, moi je crame. Dernière solution, dernier recours pour Jean-Marie Poiret et Christian Clavier, tous deux dépités après cet entretien, menacer la Gaumont et son directeur général Patrice Ledoux d'aller s'adresser à Claude Berry ou encore à Christian Fechner ou d'autres et de monter le film ailleurs. Tant pis pour eux. Ce qu'ils acceptent. Vous êtes complètement con. Mais 24 heures plus tard, Ledoux appelle Poiret, lui propose de redéjeuner et lui annonce que c'est OK. Moyennant une coupe de 5 millions de francs sur le budget, et un deuxième film, mais conditionné au succès du premier. Par contre, Alain Terzian n'y croyant toujours pas, il ne sera que producteur exécutif. Il n'investira pas un rond dans le film. Mais cela sera compensé par de nombreux partenariats publicitaires, affichés durant tout le film, des marques complètement citées dans les dialogues, ce qui était ultra rare, en tout cas dans une telle mesure, en ne citant que Paula, Visa, Safran, Renault qui au passage aura vu ses ventes décuplées suite à la sortie du film, mais on peut également citer Courtepaille, Chanel, La Poste, Range Rover, Emmaüs Diamant et bien d'autres. Avec la pâte à dents. La quoi? C'est le diamant. Ce sera pire dans le 2, hein, avec le crunch. Le crunch chocolat, vive le chocolat. Le crunch jusqu'à l'excès, c'était insupportable. Chocolat, vestiaire, crunch, 4 fois. Mais plusieurs doutes envahissent Poiret et Clavier durant l'écriture. Pour n'en citer que quelques-unes, la scène à table avec un paix de jacouille en plein milieu du repas, fallait-il le faire ou non? Faut plus manger là, j'ai plus faim. Avec la crainte de tomber dans le film gras, qui donnerait l'image de ne pas avoir d'autres idées pour faire rire. Tout comme la fameuse réplique sur le sarrasin, ne serait-elle pas jugée raciste? Un sarrasin dans une chariote de diable. C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer. Même si à l'époque les armées musulmanes étaient leurs ennemis et qu'il était légitime que les personnages aient cette peur, mais comment le public français le percevrait-il? Aujourd'hui, va savoir si ça passerait dans notre époque très woke, très extrémiste, très intolérante, mais à l'époque c'était pas le cas. Pas encore. Et la question n'était pas est-ce qu'on peut vraiment faire ça? La question qu'ils se sont posée à juste titre, c'est est-ce que ces personnages venus de là-bas feraient ça? Oui ou non? La réponse était oui. Les Visiteurs a changé de nom plusieurs fois en cours d'écriture, passant des Explorateurs du Temps à Les Aventuriers de Louis VI le Gros, qui a réellement existé au passage, le Gros voulant dire à l'époque le Grand, rien à voir avec la corpulence, puisqu'il mesurait 1m85, et dont l'embuscade, où l'Anglais se fait couper la tête, est vrai, même si dans la réalité historique, c'est bel et bien le roi qui a coupé l'Anglais, mais pas la tête, il le coupera tout simplement en deux. Oui, coupé en deux. À la Kingsman, ça va être réduit pour plus de facilité au coupage de tête. Un menti. Apprends que le roi ne se prend point, même au jeu d'échecs. Je pense que ça passait mieux pour le tout public. Que trépasse si je faiblis. Et c'était beaucoup moins dur à faire. Mais Jean-Marie Poiret et Christian Clavier ne voulaient pas d'un titre comique dans le film, supprimant le mot gros et deviendra temporairement Les Visiteurs de Louis VI pour finalement choisir tout simplement Les Visiteurs contre l'avis des distributeurs qui trouvaient ce nom de film banal et peu engageant. Ou selon leur dire, banal, insignifiant, anodin, déjà fait, déjà vu, pas drôle, sans envergure, et j'en passe. Vous êtes complètement con. C'est dingue à quel point les gens ont pu se planter sur toute la ligne. Entre les producteurs qui ne te suivent pas, avec leur argent, ça peut se comprendre, hein, ni les distributeurs, ce film a vraiment été sauvé parce qu'il y en avait deux. Heureusement qu'on avait au départ Jean-Marie Poiret qui, à la James Cameron avec son Terminator, a eu cette vision qu'il fallait mettre en scène cette histoire. Et dans les deux cas, un peu envers et contre tous. Ainsi commence maintenant le casting des Visiteurs. Un casting riche, avec par exemple Didier Bénureau, ami de Valérie Lemercier suite à une rencontre dans un tournage précédent, dans Sexe Faible, qui du coup participera au projet grâce à l'intervention de cette dernière, lui qui devait jouer à la base son mari. Bien qu'il ait eu un tout petit rôle également dans Papy fait de la Résistance. En revanche, il n'obtiendra pas le rôle de Jean-Pierre qu'il visait, et héritera du rôle du docteur Bovin. Un rôle resté dans les mémoires. Je vais lui donner une bonne dose de cheval. Jean-Paul Muel, qui jouera le maréchal des logis Gibbon, est repris suite à sa participation mémorable dans Papy fait de la Résistance. C'est pas des inconnus dans Les Visiteurs, ils ont tous déjà travaillé plus ou moins
de façon lointaine, ensemble. Pour le rôle de Jean-Pierre, Fabrice Lucchini se montre particulièrement intéressé par le rôle du dentiste, qu'il a trouvé extrêmement drôle. Alors lui, il était pas gêné, je l'adore, hein, Lucchini, mais il était chez son agent, et il a vu traîner le scénario, et en attendant que son agent soit libre, il l'a lu. Oh putain, qu'elle est gonflée celle-là! Et il s'est bien marré, en particulier en lisant le rôle du dentiste, qu'il a diagnostiqué, à juste titre, comme étant le rôle le plus intéressant à jouer. Bourse molle. Comment? C'est un preux. Il a sauvé notre bon roi à la bataille de Montlhéry. Qu'est-ce que vous voulez de vous? Et il va solliciter un rendez-vous avec Jean-Marie Poiré, rendez-vous qu'il va avoir, et au cours du dîner, il va carrément jouer une scène, je crois que c'est celle qui se joue à table, où il va jouer à la fois Jean-Pierre, Jacouille, Godefroy, et même Béatrice de Montmirail. Je vous ennuie. Oui, certes. Ciao. Il va continuer à faire ça longtemps, lui? Parce qu'il a appris le texte de tout le monde. Il est ultra motivé, Lucchini. Et face à autant de préparation, et sachant qu'il l'a fait très très bien, Jean-Marie Poiré va dire « C'est bon, je t'engage !» Seul hic, dans un second temps, il va recevoir son contrat et son cachet. Combien? Et là, il refuse, parce qu'il estime que comme le film va être un film avec 4 personnages, et ben il veut la même somme que Christian Clavier et que Jean Reno, parce que Valérie Mercier avait moins. Mais vous connaissez déjà les problèmes de budget. Vouloir allonger le budget pour se payer Lucchini, c'est non. Du coup, il va aller tourner à la place avec Alain Delon, et il n'aura pas le même cachet que lui non plus, mais il va rater Les Visiteurs. Et le film d'Alain Delon va faire un flop. Dommage. Christian Bugeaud, acteur de théâtre, hérite du personnage de Jean-Pierre, un rôle qu'il identifie comme étant celui qui a vraiment une carte à jouer dans le film. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? On appelle cousin Hubert maintenant. Il va lire encore plus, il faut l'employer. Et Jean Reno, qui est pas idiot, il le pensait aussi. Il lui a même dit sur le tournage, vous savez, votre rôle, il est vraiment bien. Ne le frappez pas! Sinon, je vous donne des petites boules roses! En gros, t'as pas intérêt à te foirer parce que ça peut être un super tremplin pour toi. Parce que Christian Bugeaud, que je trouve génial dans le film, était pas très connu à l'époque. Il a même mis du temps, au-delà du deuxième film, pour qu'on puisse enfin connaître son nom. Quelle excitation de pouvoir toucher et baiser sa petite fillotte. Vous êtes excité par quoi? Il veut baiser qui? Pardon? Le tournage débute en été à Carcassonne, et il débute plutôt mal, en pleine période de pluie et d'inondation qui coupe la route menant à l'hôtel au lieu de tournage en deux. Impossible de traverser avec tous les équipements. Seulement 6 plans seront tournés en 48 heures, et un cheval rate de perdre la vie, paniqué et s'enfuyant au galop pour se retrouver face à une falaise que le cheval n'avait pas vue. Les chevaux peuvent pas reculer d'eux-mêmes, ça demande une grande maîtrise de l'équitation, donc il fallait monter sur le cheval en n'ayant pas d'espace sur le côté pour monter, donc escalader le cheval, le faire reculer pas à pas, wow. Ok. Back up. Back up. Par le dresseur Mario Luracci, qui aurait appris à Jean Reno à monter à cheval durant le tournage, d'ailleurs dans la préparation du film. Et au passage, Jean Reno avait choisi un cheval qui était borgne. Il avait qu'un seul œil, et un seul œil pour un cheval, en général on ne le fait plus trop travailler parce que du coup il voit pas tout venir. On voit très bien avec un œil. Bon. Oui, t'as raison, on voit pas très bien. Il peut devenir nerveux, il peut être dangereux, mais Jean Reno va vouloir celui-là, et au bout de 2 jours, ils vont parfaitement s'entendre, et donc c'est avec ce cheval que Jean Reno va tourner dans Les Visiteurs numéro 1. Bonjour! Le cheval est sauvé de justesse, le tournage peut enfin commencer. Mais qui dit 2 jours perdus, dit scène à supprimer pour économiser. Alain Terzian, producteur exécutif, souhaite supprimer une scène dont les dialogues ne l'inspirent pas. Celle dans la cuisine du château de Montmirail, entre Christian Clavier et Isabelle Nanty, qui n'est pas encore tournée. Vous êtes le demi-frère de Jacquard. Dingue. Scène durant laquelle ils échangent sur « c'est dingue » qui finit sur « c'est ok ». Ok, une expression culte pour Jacouille, en tout cas elle va devenir son expression moderne préférée, bien qu'elle ne soit pas française mais il ne le sait pas. C'est la monteuse qui va rassurer Jean-Marie Poiré, car ils avaient déjà tourné des scènes où il y avait du ok, parce que tout n'était pas tourné dans l'ordre, et si tu mettais pas cette scène où le ok est introduit, tu es obligé de couper toutes les scènes où il y a le ok, et on n'entendra pas dans le film, et qu'est-ce qu'on aurait raté? Désolé pour votre pauvre papa. Merci. Qu'est-ce qu'il prend cette conne de me parler de papa? Parce que c'est l'une des répliques préférées des enfants en particulier. Ouais, Jacouille la fripouille. Ok. Et pour Alain Terzian, tel qu'il le lisait lui, c'est dingue.
Ok. C'est sûr que lieu comme ça devait être chiant. Mais la monteuse, elle a adoré ce qu'elle a déjà vu dans le montage, de ce qui avait déjà été tourné, et ils vont maintenir sa scène de la cuisine, et il va falloir trouver autre chose pour faire des coupes. Rassuré, Jean-Marie Poiré le saura d'autant plus lorsque les deux enfants de Christian Bugeaud, qui ne peut pas faire garder ce jour-là, leur maman étant allée à un enterrement, débarquent sur le plateau pour assister à une journée de tournage, avec la promesse qu'ils seront bien sages et qu'ils ne feront aucun bruit. C'est la scène dans la maison de Béatrice, où nos deux personnages vont se laver les mains dans les toilettes. Et la réplique de leur père qu'ils entendent au loin, il patauge dans la cuvette des chiottes, va plier les enfants de rire. Bien qu'ils se retiendront, se mettant les poings dans la bouche pour ne pas faire de bruit. Clairement, ils sont sur la bonne voie s'ils voient des enfants rire aux vieux français ou aux expressions un peu particulières, c'était déjà plus ou moins gagné. Mais ils n'avaient pas calculé à l'époque que les enfants seraient autant intéressés. Du coup, ils ont réalisé qu'il y a certaines répliques qu'ils avaient déjà tournées, où certains personnages disaient des grossièretés, des choses pas tout publiques. Votre cousin de Montmirail, il serait pas un petit soin de soin par hasard? Comme votre cousin, il ne serait pas un peu de soin de soin? Vous appelez soin de soin? Soin de soin, c'est ce qui a été redoublé par-dessus, mais au départ, c'est pas du tout ce qui avait été dit. Donc ils ont dû redoubler, on en reparlera, une bonne partie des dialogues, pour que ça puisse passer pour tous les publics, afin d'éviter à ce que les enfants demandent à leurs parents, comme dans Les Trois Frères, « Papa, c'est quoi un... » Vous l'avez entendu. Du coup, avant le soin de soin, c'était ça, le mot. Et ça pouvait pas passer. Quel droit insultez-vous mon papa qui est à la retraite à Menton? Au passage, ce doublage en post-production, c'est ce qui va, selon moi, sauver le film, et ça c'est quelque chose qui est très méconnu, donc restez jusqu'au bout, cette anecdote-là vaut le détour. Cette scène a d'ailleurs été tournée dans une vraie maison, mais les toilettes, lieu de la fameuse scène, étaient des fosses, pour plus de commodité à la tournée, et pour y placer des caméras plus convenablement. Mais problème, gros problème, ce jour-là. Attention, anecdote de folie que vous n'avez vu nulle part ailleurs sur YouTube, hein. C'est moi qui l'ai celle-là. Grâce au livre de Jean-Marie Poiré, j'ai tout pris dedans. Je l'ai pas inventé. Mais ce jour-là, il y a un second rôle qui est la babysitter, vous savez, qui a une réplique. Bonsoir, monsieur Jean-Pierre. Ah, tenez. Donc en gros, elle avait qu'une journée de tournage, cette actrice. Et ce jour-là, elle avait envie de faire la grosse commission, comme tout le monde j'imagine sur une journée de tournage. Et du coup, elle a choisi les toilettes où va être tournée la fameuse scène où il se lave les mains dedans. Et elle va utiliser, parce qu'il y avait du vrai papier toilette, énormément de papier toilette, dans des toilettes où elle va s'étonner en public que la chasse d'eau, elle ne fonctionne pas, mais il n'y a pas de chasse d'eau, ce n'était pas des vrais. À la boulette. Et comme il n'y avait pas de deuxième toilette disponible, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu les prendre, les vider dans le jardin que vous voyez dans le film, et bien laver à la javel pour que ça soit comme neuf, sans le dire à Christian Clavier et à Jean Reno, parce que s'ils avaient su ça, ils auraient pas voulu tourner le jour même, et on aurait encore perdu une journée de tournage. Ça, c'est de la grosse anecdote. Mais ça sent bizarre ici. Bon. Donc quand elle dit « ça sent les pieds, non ?» À mon avis, ça sent pas que ça dans le jardin. Ça sent les pieds, non? Oui, c'est possible. Si Isabelle Nanty passe le meilleur tournage de sa vie, cet été-là, ça n'est pas le cas de Valérie Lemercier qui n'arrive pas, tout comme dans Corned Beef d'ailleurs dans un premier temps, à surjouer la snob, en accentuant de manière maniérée les O ou les A. Non, j'ai dû me tromper, je le connais pas. À tel point que Jean-Marie Poiré ne comprend pas comment cette actrice qui l'avait impressionné sur le tournage précédent, film pour lequel elle a eu le César de la meilleure actrice dans un second rôle, peut être si méconnaissable aujourd'hui. Ce qui est également l'avis de Christian Clavier et de Jean Reno, ses relations avec eux étant froides, distantes, même au maquillage, on lui reproche qu'elle n'est drôle à aucun moment et qu'elle fait tâche dans un film qui est pourtant jugé par toute l'équipe comme étant extrêmement prometteur. Et il n'était pas rare malheureusement qu'elle pleure en secret dans son coin. Et vous me direz à juste titre, mais comment elle peut être aussi triste, aussi malmenée? Comment est-ce qu'on peut dire qu'elle est pas drôle, alors que dans le film, elle était géniale? Est-ce qu'ils avaient de la merde dans les yeux ou quoi? Non, monsieur est très gentil, il va nous laisser tranquille, hein. Si vous voulez, je peux vous dépanner de 50 balles. Eh ben non. Réponse. Alors que certaines scènes ont dû être redoublées en post-production, seulement certaines, ce qui se fait lorsque le son n'est pas bon à cause d'un avion qui passe à ce moment-là, par exemple, ou des bruits extérieurs, même si le silence est toujours exigé au début des prises, les acteurs sont alors souvent invités à rejouer la scène après coup, en se redoublant eux-mêmes. Ce qu'ils ont d'ailleurs fait pour remplacer certaines répliques par d'autres pour les enfants, pour leur compréhension et pour ne pas les choquer, et c'est lors de ces séances, sans la présence des autres acteurs, seule avec elle-même, après coup, dans l'intimité d'un studio d'enregistrement, que Valérie Lemercier va enfin se lâcher, comprendre le rôle, comprendre les consignes, comprendre les attentes de son réalisateur, comprenant comment il fallait dire le mot Paula ou poncho pour que ce soit drôle. Monsieur, et pas avec votre poncho, cherchez des serpillères. Elle va transformer ou améliorer ou redoubler en changeant les mots ou surtout l'intonation des mots
comme le poncho ou le pola. Est-ce que vous avez un polar? Un quoi? Un Polaroid, Jack. Le nôtre est cassé, les enfants l'ont jeté dans les cabinets. Sur près de 50% de ces scènes, ce qui fait que les 50% des scènes qui ont pu juger comme étant ratées par Clavier Reynaud ou par Jean-Marie Poiré seront réussies au final dans le film tel qu'il va être rendu. Mais le château est comme ça depuis le directoire. Le quoi? Oh la vache! Ce qui n'était pas prévu du tout, parce que du coup, elle a demandé à redoubler un maximum, et ils vont devoir payer au triple une équipe un week-end pour faire ça un peu à l'arrache, parce que normalement, le redoublage par-dessus, c'est seulement pour certaines scènes dont le son n'était pas bon, pas pour reprendre toutes ces répliques et recommencer. Bien sûr, mon cousin, tu es né en 1079, et monsieur est un écuyer de Jeanne d'Arc, et moi je suis la reine d'Angleterre, non? Ok? Mais toute seule, sans les autres, face à elle-même, en ayant un peu compris ce qu'on attendait d'elle, bah ça va beaucoup mieux se passer. Mais si on a le son original des prises telles qu'elles ont été faites, vous verrez que le film est beaucoup moins drôle. Et que c'est pour ça qu'elle en a pris plein la gueule. Elle était vraiment en dessous de ses partenaires sur le tournage. Même si en dessous de son niveau, c'est toujours mieux que ce que fera Muriel Robin dans le deuxième. Arrangeoir, arrangeoir. Voilà, vous comprenez? Mais ça explique en grande partie pourquoi elle a dit non dans le 2. Et ça, c'était de la grosse anecdote. Le tournage des Visiteurs, premier du nom, a lieu, comme on l'a dit plus haut, en partie à Carcassonne pour la première moitié du tournage, pour le côté moyenâgeux, puis en région parisienne, dans les Yvelines notamment, pour la suite. Mais Carcassonne a beau être Carcassonne, assez peu de lieux, en tout cas aux alentours, avaient été suffisamment préservés pour donner l'illusion du Moyen-Âge. Ainsi, en ce qui concerne la cité, seulement l'intérieur de la cour a été utilisé pour le dîner, ainsi que le pont, et une des entrées, ce qu'on appelle la porte de l'Aude, pour la scène de l'Enchanteur. Mais pour le reste, notamment les extérieurs, il faudra la magie du montage pour donner l'illusion de la verdure en continu. Car sur chaque plan, si on devait transformer ce film en HD dans une version plus large, ou si la caméra faisait un léger déplacement vers la droite ou vers la gauche, nous aurions vu de tous les côtés des antennes télé, des grues, des câbles, même dans des endroits censés être sauvages et préservés. Ouah, c'est laid! Ben c'est EDF, c'est ça qui fait marcher les télés. Dans Les Visiteurs 2, les scènes médiévales seront tournées complètement ailleurs, on en parlera en temps voulu, et dans Les Visiteurs 3, la production ira carrément s'exporter à l'étranger pour, soi-disant, davantage d'authenticité historique. Et en ce qui concerne les costumes utilisés, certains ont été recyclés des tournages précédents, même internationaux, comme celui du shérif de Nottingham dans Robin des Bois, Prince des voleurs, avec Kevin Costner, tourné en 1991, costume utilisé jadis par l'immense Alan Rickman dans le rôle du shérif de Nottingham. Oui. Eh bien, fripouille, tu t'es espongé dans la vinasse? Et dans ces fameuses scènes moyenâgeuses, il y en a une qui ont marqué les spectateurs et qui conclut le film, celle où Jacquard se réveille dans la boue, entouré de visages déformés et peu accueillants. Tous ont été incarnés par de seconds rôles, choisis pour leur physique très particulier, mais aucun d'entre eux ne savait ne serait-ce que jouer une seule phrase. L'un des deux devant dire face caméra « Donne tes bijoux le drôle », Donne tes bijoux le drôle. mais au bout de quelques prises de plusieurs figurants, c'est Jean-Marie Poiré qui va se restreindre à jouer la scène, maquillé et donc méconnaissable, et qui endossera ce rôle à la dernière minute. Pour la scène de l'arbalète avec la flèche qui va tuer le beau-père, déjà, pour tirer la flèche, ils ont dû s'y prendre à plusieurs fois parce que la flèche ne partait pas bien droit. Du coup, à chaque fois que la flèche partait mal, pendant une dizaine de fois, il y a quelqu'un qui allait chercher la flèche et la ramener à Jean Reno. C'était sa fonction. Rameneur de flèches. Et pour faire l'effet de la flèche qui fonce sur le roi, non pas sur le roi, la flèche qui fonce sur le père de Frédégonde, il pouvait pas faire ça avec un travelling avant sur des rails, impossible, parce que sinon tu aurais vu les rails devant toi. Donc solution, c'est commencer devant le beau-père, puis reculer et enlever à chaque fois les rails au fur et à mesure pour qu'on ne les voit pas. Donc il y avait des enleveurs de rails et des rapporteurs de flèches pour en arriver à ce résultat-là. C'est aussi sa voix qui est utilisée comme porte-voix, putain j'arrive pas aujourd'hui, quand on entend « Messire, le roi !» Bourse molle. Messire, le roi! Tu sais même pas pourquoi il dit ça à un moment donné, bah c'est la voix de Jean-Marie Poiré. Le comte de Montmirail est à vue! Ou comme « Le comte de Montmirail est à vue !» Je m'enflamme, c'est aussi lui. Sorti le 27 janvier 1993, 10 ans après le décès de Louis de Funès, au passage, tout un symbole puisque le film va être le plus gros succès derrière La Grande Vadrouille, les 3 premières semaines n'attirent pourtant pas les foules. Mais c'est le bouche à oreille
ultra favorable qui amène les gens à revenir, accompagnés de leur famille, de leurs amis, quitte à y aller 3 ou 4 fois de suite, à tel point que le public, selon Jean-Marie Poiré qui assistait à quelques projections, connaissait les répliques avant qu'elles n'arrivent. Forcément, quand certains y vont 4 fois, bah ça fait un score extraordinaire. 14 millions d'entrées, oui, mais pas 14 millions de spectateurs. C'est la différence avec Les Visiteurs 2, qui va faire 8 millions. Peut-être que c'est les mêmes 8 millions qui y sont déjà allés, sauf que là, ils iront peut-être pas 2 fois. Mon j'aille ça, drôle. Mais Christian Clavier et Jean-Marie Poiré, avant de voir les réactions en salle, alors qu'ils étaient en vacances en ski en février, quelques semaines après la sortie du film, ils vont plus ou moins comprendre d'une drôle de façon que le film est en train de bien prendre. Alors qu'ils passaient une semaine de vacances au ski, au sport d'hiver, ils sont sur une piste, méconnaissables, habillés, emmitouflés, et là il y a 2 jeunes skieurs qui passent à côté d'eux et qui se balancent des « OK !» et des « OK !» et ils ne parlaient que comme ça. « OK, 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 OK !» Et eux sont comme ça, en train d'écouter, ils les laissent partir, ils s'arrêtent, ils se regardent et ils se disent « Mais tu crois que c'est notre OK ?» Oui, c'était le leur, parce que cette réplique, elle est dans toutes les cours de récré, elle est dans toutes les bouches. Et quand ils iront en salle, ils le constateront d'eux-mêmes que les gens connaissent déjà les répliques par cœur, et que c'était pas la première fois qu'ils voyaient le film, et que du coup les gens y retournaient et y retournaient. Mais un tel succès a amené le film à être traduit dans plus de 10 langues, même si la traduction américaine fut un échec, car c'était impossible à traduire, ce qui amènera d'ailleurs au projet du remake quelques années après. Ben oui, on est en haut d'un grand building. Les Visiteurs a même été nommé à 8 reprises à la cérémonie des Césars. Meilleur film, meilleur acteur pour Christian Clavier, meilleur acteur pour Jean Reno, meilleur réalisateur pour Jean-Marie Poiré, meilleur scénario pour Jean-Marie Poiré, meilleure musique pour Éric Lévy, meilleur costume pour Catherine Leterrier, meilleur montage pour Catherine Kelber, mais seule Valérie Lemercier remportera encore le César de la meilleure actrice. Mais encore dans un second rôle féminin, bordel. Béatrice de Montmirail n'est pas un second rôle. Encore un cadeau empoisonné, mais jusqu'au bout, la pauvre. Voyons maintenant, pour conclure cette vidéo revisitée des Visiteurs, qu'est-ce qui reste du film en 2025-2026 ? En tout cas, selon moi. J'ai des souvenirs précis de mon visionnage de ce film en 1993 au cinéma. La dernière fois dans la vidéo, j'ai dû me justifier comme quoi c'était impossible, selon certains, vu mon âge, que j'ai vu le film en salle, mais étant né en 84, je vous assure que j'y étais, avec mes parents. Et je me rappelle leurs commentaires d'adultes. Ma mère a eu beaucoup de mal à rentrer dans le film, dans la partie moyenâgeuse, mais elle a bien rigolé une fois que nos 2 personnages étaient arrivés à notre époque et qu'ils ont tous les 2 rencontré le postier. Mais en ce qui concernait mon père, qui ne jurait que par de funès, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Il est resté de marbre car il avait détesté le film avant qu'il ne commence tant il était hermétique à ce qu'il appelait déjà la nouvelle génération. Et j'ai vécu cette expérience entre les deux, entouré d'une salle qui était à peu près dans le même état d'esprit que ma mère, c'est-à-dire sceptique au début, puis euphorique à partir de la scène du sarrasin, avec le point culminant du film dans la scène des toilettes. Mon cousin, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes tout de même pas amnésique à ce point-là? C'est pas des amnésiques, c'est deux gouillafiers, oui. Patauge dans la cuvette des chiottes. Le mélange d'aventure, d'effets spéciaux, de décalage temporel, le tout accompagné par une bande originale entraînante, il était difficile de résister. Je me rappelle le lendemain dans la cour de récré, mais vous avez dû en entendre parler aussi, pour ceux qui ont mon âge, on était déjà nombreux à dire « ok » ou « qu'est-ce que c'est que ce beans ?» Toujours un ok, il y a toujours un qu'est-ce que c'est que ce beans, enfin, il y a tous les jours. Et nous avons tous été marqués par ce personnage de Jacouille, la fripouille, que nous associons à un enfant adulte, mais le film était très bien équilibré, provoquant sans être grossier, pas trop en tout cas, bien plus équilibré que Les Visiteurs 2, qui ira dans la surenchère d'absolument tout. Il est le bouffeur de limaces, place. Mais je trouve que le film, le premier, vieillit très bien. Mais ce qui est le plus remarquable à mon sens, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'esprit collectif. Même si, comme on l'a vu, les apparences pouvaient être trompeuses. Car si le film n'est ni un one-man show Clavier, pas encore, ni un film qui ne fait que la part belle à son héros, le personnage de Valérie Lemercier est génial. Au moins aussi génial que les autres, voire plus. Même si sa performance, comme on l'a vu, se fait en 2 temps. Ce qui compte, c'est le rendu final. Il est très vert. Et enfin, si j'avais dû donner un César supplémentaire, au moins en nomination, c'était à Christian Bugeaud, qui fait bien plus qu'exister dans ce film avec le rôle de Jean-Pierre. Ce rôle du clown blanc, il n'est pas celui qui se prend les pieds dans le tapis, on en avait parlé dans la première vidéo et je le maintiens, mais toutes ces scènes de destruction ou de choc de culture ne valent presque rien si un personnage n'est pas témoin de ces scènes de destruction. Oh, des bons champignons, messire. Pourquoi ce con l'appelle messire? J'en sais rien,
Jean-Pierre? Je n'en sais rien. Et l'un des gros manques, mais il y a tellement de manques dans Les Visiteurs en Amérique, mais c'est bien nos deux personnages de Béatrice de Montmirail et de Jean-Pierre, et joué par Christian Bugeaud et Valérie Lemercier. Si tu enlèves ces deux personnages-là des Visiteurs, même si c'est Les Visiteurs 3, pareil, ils sont pas là et qu'est-ce qu'on s'emmerde. C'était bien, mais je me suis endormie. On les a pas tellement vus passer les 2 heures. À part toi, tu as dormi, tu as ronflé. C'est eux qui amènent le relief. Si le film avait reposé que sur Godefroy et Jacouille, sans spectateurs, eh ben ça aurait donné Les Visiteurs 3. Ou Les Visiteurs en Amérique, parce que les spectateurs sont mauvais. Arrive dans 5 minutes. Les 3 films suivants ne feront que confirmer que ce qui faisait la magie des Visiteurs 1, c'était bien le quatuor, comme le disait Lucchini. Les Visiteurs 2, Les Visiteurs en Amérique et Les Visiteurs 3, 3 histoires tout aussi passionnantes que celle-là, qu'on reverra dans une vidéo future, on fera les 3 en un, pour analyser tout ce qui va pas, tout ce qu'ils ont foiré dans ces suites, alors qu'on aurait pu faire Les Visiteurs 10, 11, 12, tellement il y avait un potentiel, et tellement tout le monde avait la hype, en se disant qu'on avait vu le nouveau Grande Vadrouille des années 90, avec des scores qu'on n'avait pas vus depuis les années 60. C'était énorme. C'était tellement énorme qu'on l'a repris en techno, Les Visiteurs. On n'a pas fait que des choses bien. Hein. En tout cas, c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant sur Les Visiteurs 1. J'espère que cette vidéo revisitée vous aura plu. Je laisse la vidéo quelques jours de l'ancienne pour ceux qui voudraient la revoir et vous allez voir la différence. Pensez à mettre un like si vous aimez la vidéo, un petit boost pour la faire bien monter dans les algorithmes. Un commentaire serait le bienvenu aussi. Et si vous savez pas quoi dire en commentaire, bah... voici de quoi vous inspirer. C'est Tipo Portaillou qui est de retour. Sacré Vindiou, c'est notre Portaillou. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo, et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.